Et vas-y que ça papote. Mais c'est comme ça qu'on s'interroge. Et qu'on discute de sujets profonds. C'est l'occasion de savoir un peu plus. Euh, et après, je te réserve une surprise pour la fin. D'accord, bah très bien. Ça me va. Ok. Pour commencer, ce que je dis, ce que je demande aux gens, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Donc, vas-y, présente-toi. Et ben, bonjour, je m'appelle Emmanuel Boquet, j'ai 43 ans. Et après, que dire d'autre? Je suis donc le fameux CTO de CookieMS actuellement. Et après, j'ai 2 enfants, euh, une conjointe. Et puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre, en tout cas, pour T'as l'instant. toujours été dans la tech? T'as eu quel genre de parcours? Quasiment tout le temps. J'ai fait mon stage de fin d'études au CEA à Grenoble, dans la recherche en micro et nanotechnologie. Donc rien à voir. Et en fait, durant ce stage au CEA, il y a une partie en fait qui n'a rien à voir avec comment dire, mon master que je passais en même temps, où j'ai voulu aider en fait des gens sur un problème RH, je crois, sur des ressources humaines, sur des personnes, un fichier Excel à traiter. Et là, j'ai commencé à faire des macros Excel dessus pour aider les gens. Et ça m'a beaucoup plu. Et après, je me suis dit, bah, c'est pas ma voie, c'est pas forcément la recherche, mais plutôt l'informatique. Ok. Voilà. Donc à la base, tu t'étais destiné à une carrière de chercheur. Bon, en tout cas, en sortie d'école d'ingénieur, c'était la voie en tout cas qui était suivie. Donc, plutôt dans la recherche, mais tout compte fait, j'ai un peu bifurqué, un peu changé juste après en fait l'école. Ce qui s'est passé aussi, c'est que donc à la fin de l'école, j'ai un diplôme, ça c'est très bien, d'ingénieur généraliste. Et là, j'ai galéré pour trouver un emploi. Et donc j'ai cherché beaucoup sur Lyon, parce que j'étais à Lyon à l'époque déjà. Et en fait, j'ai pas trouvé, donc j'ai une opportunité à Paris. Donc je suis monté à Paris, m'installer, puis suivre des formations d'informatique. Et donc j'ai fait ma première boîte qui s'appelle Viveris, et qui en fait la spécialité c'était de recruter des jeunes, on va dire ça comme ça, d'écoles diverses et variées, et de les former en fait à différentes technologies pour les revendre à leurs clients en mode ESN. Et donc moi j'ai eu un parcours un peu atypique là-dedans aussi, c'est que j'ai été formé et on m'a pas placé chez un client en fait. Donc je suis resté pendant presque 6 mois en fait au siège. Et vu que j'avais rien à faire, et ben je n'arrêtais pas de suivre des formations en fait d'informatique. Donc j'ai suivi plein de langages, plein de technologies, et pour à final rester coincé entre guillemets au siège. Et à un moment donné, on m'a dit tiens, il y a un projet qui s'appelle HR Access. Tu connais? Je fais non, pas du tout. Il me dit c'est comme SAP, c'est pour les RH. Ok, bah allez banco. Et là il y avait un client, donc j'ai fait mon premier client comme ça. Voilà. Et comment tu t'es retrouvé en binôme avec Christophe? Alors ça c'est plus tard. Donc après il y a tout un parcours en fait depuis Viveris où j'ai commencé sur HR Access. Et là j'ai fait quasiment 10 ans ou 12 ans je crois de consultant sur ce produit-là. Donc au début chez Viveris, après j'ai changé de boîte, je suis basculé chez Bull. Enfin, c'était HRBC, mais c'est une filiale de Bull. Et après je suis parti côté Altea en conseil. Donc ça c'est la carrière en gros sur HR Access. Et pour expliquer, quand j'étais chez Bull, en fait on a fait un projet au château de Versailles. Et sur ce projet-là, en fait, il y avait pas mal de choses à faire. C'était un peu, bon, comment dire, géré un peu à l'envers. On commençait, on n'avait pas de ressources, plus de sous, mais il fallait tout faire très vite. Et en fait, on a demandé à quelqu'un de venir du Sud, qui s'appelait Denis Fresson, qui venait d'Erebus, qui venait nous aider en fait sur ce projet-là pendant quelques mois. Là, j'ai rencontré Denis à l'époque. Et ensuite, donc plus tard, quand je me suis installé à Lyon, j'ai fait un salon SIRH à Lyon, où je proposais des logiciels que je créais sur la DSN notamment ou sur HR Access. Et là, j'ai recroisé Denis qui m'a dit ton outil sur la DSN de conversion en Excel est très bien, mais j'ai une autre idée qui va plus loin. J'ai quelqu'un qui serait vachement intéressé pour nous aider dans ce projet-là. Et donc, c'était Christophe, que j'avais jamais vu. Et donc, on a commencé en fait en visio avec Christophe, que j'avais rencontré physiquement avant. Avec Denis, on s'est lancé sur le projet pour se dire bah voilà, il y a une opportunité, il y a la DSN, on sait la manipuler en Excel, on peut en faire des données, des choses, des graphiques, c'est l'étape suivante en fait, des indicateurs. Et donc là, en fait, on est parti sur un POC pendant 6 mois. Donc un POC, c'est un Proof of Concept. Et donc on a créé en fait comment s'appelle
la première version de QuickMS en mode POC, version pas très jolie, mais au moins qui marchait. Donc on récupérait une DSL, on l'a chargée dans des tables, et après on crée des indicateurs qu'on pouvait afficher. Qu'est-ce qui a fait que ça a matché entre toi et Christophe? Parce que vous êtes quand même deux personnalités différentes. Qu'est-ce qui a fait que ça a matché entre vous? En fait, après ça match parce que justement on est complémentaires, je pense. Ce qui est important quand on crée une boîte, hein, enfin en tout cas si maintenant je le vois maintenant plus clairement, c'est pas forcément d'être identique à ses associés, mais être un peu différent. Et chacun en fait amène en fait une pierre à l'édifice, un peu différente. Ça va être des caractères différents, des maîtrises de technologies différentes, je pense que c'est important de ne pas être justement vraiment tout le temps tous pareils, sinon après ça marche pas en fait. On va être trop. Et l'avantage, ce qui a matché aussi, c'est qu'on s'est bien partagé le travail. C'est-à-dire que dès le départ, on a bien dit clairement, il y avait Rebus au début qui faisait vraiment le financier et un petit peu le guidage stratégique. Il y avait Christophe qui faisait toute la partie indicateur et un peu gestion opérationnelle des équipes, marketing, commerce. Et moi qui faisais la partie vraiment développement, gestion des équipes techniques, sujet un peu plus compliqué. Et donc là, ça a bien matché, bien pris en tout cas. Voilà. Comment ça s'est passé la co-construction de QuickMS? Parce que en fait, moi j'ai la vision enfin en tout cas j'ai la version de Christophe sur comment il imaginait QuickMS, sa boîte. Est-ce que toi tu t'es juste positionné sur le produit, la partie technique, ou est-ce que tu as aussi participé à la vision de l'entreprise, à ses valeurs, à son organisation, etc. avec lui? Est-ce que ça a été co-construit ensemble ou encore été un sujet où lui, il a fait sa partie et toi, tu t'es mis sur d'autres sujets? Je pense que comme Christophe me consulte beaucoup quand même, il prend le temps de me consulter, de me demander mon avis sur des points. Après, voilà, parfois, j'étais un peu sous l'eau, donc il a un peu pris des décisions parce qu'il fallait avancer, ce qui est très bien, hein, je pense. Après, on a quand même la même vision, c'est-à-dire qu'on avait une vision au début de rapidement en fait, d'investir, de créer un outil, et de rapidement avoir des clients, et de rapidement être rentable, sur 1 an ou 2 ans en tout cas au départ. Et après, donc la suite, c'est que comment s'appelle après le produit a gonflé, graphique, le premier produit. Il a bien grandi. Et au bout de 2 ans, on a commencé à voir les fruits, à avoir des clients qui venaient vers nous, qui payaient. Donc là, on était content. Et après, ce qu'on avait en tête, c'était de continuer à étoffer notre modèle de données, qui n'était pas que la DSL, mais de rajouter des briques en plus. Donc ça, c'était vraiment notre vision. Après, le comment on le fait, c'est autre chose. Mais en tout cas, là, la vision, c'était vraiment ça. C'était d'avoir après des satellites autour pour compléter notre offre de base des données présentes en DSL. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de PHP natif qui est utilisé. Le PHP, ça a toujours été ton langage de prédilection ou en fait à la base enfin, Alors, t'étais pas pas du sur tout. celui-ci? Moi, je suis un pro Java. J'aime pas trop le PHP à la base. Ah ouais? Ah, Ouais. punaise. Voilà, parce que je trouve trop libre en fait, trop simple en fait. On peut vite dévier, voilà, on peut vite changer de. C'est pas assez structuré, c'est plus ça comme langage. Et je préfère le Java qui est plus carré, enfin en tout cas de mon point de vue au départ, qui était plus. Il y avait des librairies déjà toutes faites. Moi, je maîtrisais pas mal le Java. Et donc le POC était fait en Java. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait appel à quelqu'un qui était externe, qui nous a un peu aiguillé pour l'architecture de la solution. Et donc, il nous a dit, en fait, pour protéger le système, le mieux, c'est quand même de le répartir en différents tiers. Un tiers du front, un du back et un de la base de données pour vraiment séparer les trois. Et que si quelqu'un arrive à rentrer sur le front, eh ben, il n'a pas accès au back, il est quand même coincé. Et plus vous ferez de couches, mieux c'est. Donc, ça, dès le départ, ça a un petit peu, comment dire, complexifié la solution. On peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement. Et donc là, pour le front, en fait, on s'est posé la question. Donc, le back-office, on a gardé en Java, parce qu'on a déjà le cœur qui était fait via le POC. Et par contre, pour le front, eh ben, on ne sait pas quoi prendre comme technologie. Et ce qui nous a semblé le plus simple, c'est de prendre du PHP parce que c'était le langage le plus connu à l'époque. Il y avait pas mal de ressources des développeurs sur le marché, des prix assez attractifs. Et donc, on s'est dit qu'on aurait rapidement des gens disponibles et
des coûts à peu près abordables pour créer la boîte et grossir si ça marchait bien, quoi. Mais du coup, t'es pas un peu frustré? Ah non, il y a toujours du Java dans l'outil, donc ça me va toujours, moi. Il n'y a pas de souci. Après, j'ai fait du PHP avant, mais c'était pas mon langage de prédilection, c'était plus ça. J'avais fait quelques sites perso en Java, en PHP. J'avais fait comment dire, quelques petits projets en PHP, mais voilà, pour des clients, mais c'était un peu une anecdote, quoi. C'était pas le cœur de ce que je faisais, en tout cas. T'as aidé au développement de Crew ou pas? Crew, alors, il y a eu pas mal d'étapes dans Crew. Faut un peu réexpliquer le contexte. C'est qu'on avait créé, en fait, l'idée c'était de créer de façon de créer un outil qui s'appelle Crew, complémentaire de graphique, qui permettrait justement d'avoir cette lien entre le manager, le collaborateur et le RH. Ça, c'était vraiment la vision qu'on avait dès le départ, et de faire tout ce qui était entretien. Donc, on a commencé en fait avec une équipe en interne. À l'époque, c'était Véronique Guillard et Anthony Castaner et je crois même peut-être Mokhtar qui était dessus, qui ont en fait créé une première version en fait de Crew, qui ont commencé à travailler dessus, et qui était fait en Laravel notamment. Et donc ça avait commencé à démarrer. Et au bout de 2 mois, je crois, on nous a dit tiens, attention, il y a SkillUp qui est à vendre. C'est Christophe qui nous l'a remonté. Donc on avait tout arrêté en fait les développements en disant si on en rachète ce SkillUp, ça sert à rien de développer une solution interne. On va voir si on peut récupérer ce que fait SkillUp et les clients qu'ils ont. Comme ça, on part pas de zéro et on va plus vite. Voilà, ça c'était le but, enfin l'objectif de base. Et ensuite, derrière, ce qui s'est passé, c'est que il y a le rachat donc, qui s'est fait de Skillab, mais qui a pris du temps. On doit avoir de l'aide de Skillab, de gens qui maintenaient Skillab, mais tout compte fait, ils sont tous partis à droite à gauche. Donc on s'est retrouvé un peu, comment dire, tout seul. Et derrière, en fait, on a dû recomprendre comment marchait Skillab, rentrer dedans, le maintenir. Et vu que c'était déjà en fait un produit qui marchait en production, il fallait maintenir les clients actuels et donc faire des évolutions, corriger les bugs, qui étaient quand même pas mal buggés quand même aussi. Et ils l'ont développé en fait en mode POC, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas développé pour un produit fini, mais pour un produit pour tester une solution. Et donc il y a pas mal de failles qui étaient présentes, mais comment dire, voulues entre guillemets, enfin on n'a pas abouti toutes les fonctionnalités, on n'a pas pris le temps de bien faire en fait. Et C'était donc en PHP ça? c'est en Symfony PHP, oui. Ah ouais. Et donc c'était bien, mais il y avait beaucoup de choses en fait qui a été fait par cette société de base et qui était aussi propriétaire de pas mal de briques. Et donc, on devait nous comprendre chacune des briques qu'ils avaient fait, pourquoi eux, ils avaient un contexte particulier de développement rapide, et nous, on avait un contexte de maintenance à long terme qui n'était pas tout à fait identique, et donc il fallait qu'on casse tout, qu'on refasse tout, mais avec peu de temps, peu de moyens. Donc au début, c'était très compliqué. Moi, je m'y suis mis le même dedans, effectivement, beaucoup. Il y avait aussi Hugo qui était dessus à l'époque, qui a commencé, et je crois Riyad. Et après, on a rapidement dit, il faut vite prendre quelqu'un qui va. On ne peut pas à la fois gérer le graphique d'un côté et crew. Donc on a vite pris chercher en fait un tech lead, donc on a trouvé Pierre pour prendre ce rôle-là. Et donc, heureusement, qui est toujours là d'ailleurs. Et donc, Pierre a réussi en fait à reprendre SkillUp et à le transformer en crew. Réellement, là, pour le coup, il y avait pas mal de choses qui ont été cassées, refaites, donc ça a pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire, quoi. C'était vraiment le plus compliqué, je pense, c'était ça. Maintenant, ça va rouler, ça commence à aller très très vite, mais voilà. Dans mes papotages avec les collaborateurs de QuickMS, je leur demande de me présenter les produits. J'aimerais bien connaître ta présentation de graphique et de crew. D'accord, bah après le graphique, je peux faire le truc commercial ou plutôt ce que moi Vas-y. j'aimerais que ce Ah, soit c'est comme tu veux. c'est plus ça. Graphique pour moi, c'est vraiment voilà, c'est une manière de générer rapidement, efficacement des indicateurs RH et après d'en faire ce qu'on veut, donc soit des tableaux de bord, soit des rapports. Et ça peut être des rapports légaux, tableaux de bord légaux comme la B2SE, comme le BSI, comme d'autres l'index homme-femme. Voilà. Et en fait, tous ces graphiques, pour moi, c'est plus centré là-dessus. Donc vraiment sur du reporting RH, dédié, orienté RH. On peut compléter avec des briques qu'on a à droite à gauche, mais c'est l'objectif principal, c'est ça pour moi. C'est du reporting, de la BI RH, dédié RH sur notre domaine et pour faciliter également le contrôle de gestion sociale. Ça va dedans aussi. Crow, lui, il est plus orienté pour moi vraiment
interaction entre le collaborateur, manager et le RH. Sur la partie entretien, ça c'est la base, c'était le centre en fait, de l'outil à la base. Mais il est voué après pour moi à évoluer, donc à rajouter des briques autour pour s'améliorer. Donc ça va être là, il y a de la formation, il y aura peut-être de la rémunération, il y a peut-être un peu de carrière, des gestions des compétences. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre autour qui sont en lien avec tout ce qui est workflow, collaborateur, manager et RH. Et là actuellement, il répond en tout cas très bien à tout ce qui est entretien légaux, entretien, comment dire, même les NAO, un peu tout ce qui est augmentation, en fait, échange avec Obligatoire annuel. les annuel. C'est vraiment un bon outil à ce niveau-là. Et après, il faut le compléter pour qu'il grandisse encore et qu'il soit encore plus fonctionnel et plus utile. Voilà, c'est moi le but de cet outil-là en tout cas. Alors, en tant que entreprise dans la tech, nous, forcément, on observe beaucoup ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. On fait pas mal de veille, surtout toi et Christophe. Et d'ailleurs, Christophe, lui, il teste pas mal de choses de son côté et a tendance à nous partager à chaque fois ses découvertes. La dernière en date qu'il a partagé avec nous, en fait, si je me souviens bien, alors je vais essayer d'utiliser les bons termes, hein, mais en gros, il a découvert un outil qui permet de générer des graphiques en un clic et hyper simplement, ce qui se rapproche beaucoup de ce qu'on fait avec nous, notre outil graphique. Euh, Moi, sur le coup, je me suis demandé si ça démontrait pas un danger quand même pour nous. Est-ce que t'as pas peur que l'IA ait un impact assez négatif sur notre outil graphique? Je pense pas. Pour moi, c'est plus l'IA, c'est un outil pour moi. Enfin, l'IA qu'on a vu en tout cas ces dernières années, là, ces 2 dernières années, c'est un outil qu'on va avoir en plus dans notre bagage, entre guillemets. Par contre, enfin, le principe même en fait de l'IA, c'est qu'elle va vous donner un résultat qui n'est pas forcément juste. Il va être vrai, elle va faire un graphique, mais ce qui va être juste, c'est pas sûr. Et alors que ce que veulent en fait les RH, leur objectif, c'est quand même d'avoir des données fiables, justes tout le temps. Et je pense pas qu'elle y arrivera. Elle n'a pas en fait le recul ou l'intelligence suffisante pour le faire. Tu penses pas qu'un jour on arrivera à développer une IA qui est capable de faire ce qu'on fait En tout avec cas, on graphique? est encore loin pour l'instant. On n'est pas du tout à ce niveau-là. On voit effectivement, on arrive à générer des vidéos, des images, des graphiques, des choses, mais c'est jamais en fait, comment dire, c'est juste, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est la vérité? C'est pas forcément le cas. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les RH, ils veulent quand même quelque chose de très précis. Ils veulent vraiment un résultat fiable qu'ils veulent présenter, qui bouge pas, qui soit tout le temps le même. Pareil, l'IA va pouvoir générer plein de résultats, mais parfois différents. Alors, c'est les mêmes demandes au départ. Pour moi, en fait, c'est un vrai outil à maîtriser, l'IA, mais pas encore en concurrence directe avec ce qu'on fait. C'est plus un complément qu'on va nous utiliser pour accélérer nos développements, accélérer notre marketing, mais c'est plus dans cette optique-là. Et on est en train de voir pour aussi l'intégrer dans nos outils, pour un peu aider les utilisateurs à avoir des facilités, en tout cas, dans ce qu'on propose. Les facilités, tu veux dire dans l'utilisation de notre outil? Ou Complément pour générer du contenu un peu plus rapidement, pour reformuler pour moi des phrases, pour peut-être proposer comment ça s'appelle, des prédictions. Ça peut être vraiment un atout. Mais après, ce ne sera pas forcément une vérité vraie. C'est juste une proposition. On a l'impression que ça va être ça la prédiction. Mais voilà, c'est jamais sûr à 100%. quand on a discuté, quand Christophe nous a présenté sa découverte, tu as soulevé un sujet qui m'a un peu surprise. Alors, t'as- t'as- c'est, c'est, il m'a semblé comprendre que pour toi, le métier de data analyst, de par l'apparition de l'IA et de l'usage qu'on peut en faire, était sûrement voué à disparaître. Alors on a Tu le vu ça penses? en fait ouais, on a vu ça en fait on a fait comment ça s'appelle, un séminaire cultif de data à Montpellier. Et il y avait ce sujet-là qui apparaissait en fait justement sur les métiers qui étaient impactés les plus. Donc il y a trois métiers dans le data. En fait, il y a le data
C'est le data analyst, le data scientist et le data, je sais plus lequel. Alors nous, on fait un peu un mix de tout. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais le vrai data analyst, son métier, c'est vraiment de prendre les données d'une source, de les fiabiliser, de les charger dans la base. Ça s'arrête à peu près là. Enfin, c'est en gros, avec les gros guillemets. Voilà. Et ça, en fait, l'IA, c'est très bien le faire. On lui apprend, elle sait le faire. Donc cette partie-là du métier va sûrement disparaître ou être en tout cas prise en charge par l'IA à 90%. Les cas particuliers seront gérés par des data analysts, j'imagine, experts. Et après, il restera la partie data scientist qui, elle, va rester un gros métier d'avenir, à mon avis. Quelle est la différence? Enfin, c'est quoi le data scientist? Tu peux Data l'expliquer ou pas? scientist, il y aura les données, en fait, et c'est à lui de proposer des graphiques pertinents, des affichages pertinents, une analyse des données, d'enlever des variables qui ne servent à rien. Donc ça aussi, il va être aidé par l'IA, mais son métier ne va pas disparaître, ce qui reste un facteur humain de prise de recul, de contexte, que l'IA n'a peut-être pas, en fait, ou n'aura pas avant un bon moment, en tout cas. Alors, c'est quoi l'avenir de nos data analystes chez QuickMS pour toi? Parce qu'en fait, la plupart de nos data analystes viennent d'une reconversion. Donc, si l'IA venait à les remplacer, il faudrait encore qu'ils se reconvertissent, mais vers quoi est-ce qu'ils pourraient Pour moi, ils être sont déjà un amenés petit à... peu, ils sont déjà un petit peu data scientists, donc data analysts, hein, ils font un peu de tout. Ils vont prendre les données, comment dire, enfin, actuellement dans notre outil, on a des mappings, ce qu'on appelle des chargements de données en masse, de fichiers externes. Ça n'a pas de plus-value de les faire travailler dessus, c'est ça que je veux dire. Par contre, que eux travaillent sur les données chargées pour proposer des indicateurs ou des rapports qui sont, ou des tableaux de bord qui sont adaptés à nos clients, ça va de la valeur. Donc ça va pas bouger, ils vont produire plus de valeur pour moi par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Après, quelqu'un qui faisait que des mappings, par exemple, il n'aura pas trop, Hmm. enfin, ça n'a pas d'intérêt, en tout cas pour moi. Il n'y a pas d'avenir, comment dire, il va y avoir un avenir, mais c'est un peu des tâches après rébarbatives que l'IA peut faire ou qu'un programme peut faire, en fait. L'IA, ça va quand même super vite. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut se former, se préparer, tu vois, au point de faire peur, hein. Enfin, tu vois, même moi en RH, on est venu me dire que l'IA allait me remplacer. Et que d'ailleurs, aujourd'hui, dans les grands discours, tout le monde cherche à intégrer de l'IA dans ses outils. Beaucoup de gens se sont posé la question, notamment fin 2023, début 2024, ce qu'allait devenir leur poste. Est-ce que, est-ce que tu penses pas que l'IA va être responsable de la disparition de beaucoup de postes et plutôt que en fait, d'avoir aujourd'hui des postes d'ingé qui créent, on va pas se retrouver avec des postes juste de personnes qui vont piloter l'outil. Alors ça, c'était un des risques qui était remonté. Alors pour la première partie, en fait, pour la partie RH, moi, ce que je pense, en tout cas, c'est qu'un RH, une des parties du boulot qui est un peu compliquée, c'est de chercher dans le code du travail, de la convention collective ou des accords d'entreprise, la ligne qui parle du sujet, en fait. Et donc ça, je pense, ça va être accéléré par l'IA. Il va pouvoir rapidement trouver les paragraphes, les endroits où c'est pertinent. Par contre, après l'analyse de qu'est-ce qui va s'appliquer réellement dans le contexte des entreprises à une personne, un cas particulier, je pense que le RH gardera en fait la main dessus. Il faut vraiment de l'humain derrière, on ne peut pas l'enlever en fait. Pareil pour les recrutements, on a vu pour les RH que l'IA allait peut-être aider. On avait l'exemple en fait dans le séminaire pour information. On demandait à l'IA de créer une fiche de poste par rapport à un libellé de poste. Elle crée la fiche de poste. Donc la personne relit, vérifie quand même ce qu'a fait l'IA. Si ça lui convient, après on demande à l'IA de générer le profil, le candidat parfait pour la fiche de poste. Donc là, après, faut quand même vérifier que ce profil correspond bien. Et d'ailleurs, en fait, ce qui se passe, c'est que l'IA, ou plutôt les programmes, vont aller scanner tous les CV qu'on a reçus, créer en fait des CV, ils vont extraire des CV, des données pertinentes, les comparer avec le candidat idéal. Et donc comme ça, ils vont trouver en fait les candidats qui se rapprochent le plus du candidat idéal. Et après proposer au RH de ne voir que cela. C'est une manière de traiter les CV, mais d'ailleurs il y a quand même un RH qui reste et qui n'a peut-être pas de travail de recherche, de lecture de chaque CV un par un, et qui va se focaliser sur quelques CV. Donc ça ne va pas enlever directement une personne, ça va plutôt recentrer l'activité sur la partie vraiment plus-value du RH pour moi, ou du Oui, recruteur. mais tu vois, sur ce sujet-là, moi, ce qui me gêne, c'est que l'IA, elle va se focaliser sur les mots-clés principaux. Or, tu vois, moi, des fois,
je vais pas, enfin, entre plusieurs CV, ça m'est déjà arrivé de sélectionner un profil pas parce qu'il avait la plus forte expérience, celle qui correspondait le plus, ou qui avait le plus de mots-clés. C'est peut-être parfois juste dans ses loisirs, en fonction d'un sport ou des projets perso qu'il avait, je me disais, tiens, bah, peut-être que lui, parce qu'il fait ça, il a peut-être plus la mentalité et les épaules pour répondre aux challenges de l'entreprise de manière globale. Donc même s'il a moins d'expérience, c'est pas grave, je peux le former, mais il aura des soft skills en fait qui m'aideront tu vois, à l'emmener loin et à en faire un parce que finalement les soft skills c'est hyper compliqué à acquérir, les hard skills tu peux former tes collaborateurs dessus. Or quand l'IA elle est sur ce type de recherche, elle finalement elle va chercher les mots clés des ce que moi j'appelle les hard skills, tu vois, les compétences techniques pures. Donc, enfin, tu vois, utiliser l'IA dans le recrutement dans ce sens, à moins que tu aies un ordre clair de ta direction du manager qui dit non, non, mais moi, je veux pas le former, je veux le minimum de formation à faire, je veux qu'il arrive, qu'il maîtrise le truc. Bah, en fait, enfin, tu vois, moi, je me suis toujours dit qu'un recrutement, tu cherchais d'abord une personne, et après, oui, forcément, tu as des compétences, mais tu peux avoir une personne qui a toutes les compétences sur le papier. Si humainement, il colle pas à ton ADN, à ta culture d'entreprise, etc., ça le fera pas. Et je suis pas Oui, sûre que oui. l'IA, elle arrive à détecter ça dans le CV, là où nous, en RH, on doit pouvoir le faire aujourd'hui. Après, là, le cas que tu mentionnes, c'est bien, mais après, c'est plus pour les gros groupes. J'ai vu ça pour à la SNCF. Hmm, Ils recevaient 1000 CV par poste. ouais. Et donc, dans ces cas-là, en fait, c'est compliqué de tout lire. On n'a pas le temps, on n'a pas les capacités. Donc, c'est plus à ce niveau-là pour filtrer en amont, pour moi. Après, la dérive, c'est comme tu dis, c'est que si après ça marche très bien, bah après on va même plus regarder les autres CV, et même si on a le temps parfois, peut-être louper les bons profils. Il faut toujours, en fait, avec l'IA, avoir un peu ce recul en me disant attention, qu'est-ce que ça va m'aider, ok, mais qu'est-ce que je vais perdre ou quel risque je prends en fait. Il y a toujours des risques à ce niveau-là. Pareil pour les reformulations ou les synthèses que peut faire l'IA. Parfois, elle fait sa synthèse à elle, qui est une vraie synthèse, mais peut-être qu'elle va enlever une partie qui était en filigrane derrière, qui était vraiment importante, d'un paragraphe, d'un texte. Et donc, c'est ça qui est un peu dangereux, en fait. Qu'on nous filtre des choses parce qu'on ne veut plus faire l'effort, en fait. Est-ce que tu, tu crains pas que l'IA puisse accélérer le développement de nos concurrents, notamment sur graphique ou voire même groupe? Tu vois, est-ce que tu penses pas que l'IA c'est un danger potentiel pour QuickMS? À ce niveau-là, ce que je vois pour l'instant, nos concurrents, ils grandissent parce qu'ils ont des ressources aussi, ils ont beaucoup de ressources financières et de temps. C'est plus ça qui manque souvent. Et qu'ils axent sur des points parfois très stratégiques. Mais après ça, est-ce que j'en vois beaucoup qui créent des nouveautés de zéro? Il n'y en a pas tant que ça, en fait. C'est assez limité. Et ce qui Je me pense que dérange, tu es l'une des rares personnes qui panique absolument pas sur l'IA. C'est-à-dire que je vois les discours de ouais, l'IA c'est révolutionnaire, ça va super vite. Là, dans les 2 ans, notre marché du travail va complètement être bouleversé. Il y a des postes qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître. Il faut se former très rapidement, etc. Et à chaque fois que j'échange avec toi sur le sujet, je c'est suis pas que t'es désolé. peace and love, mais t'es genre tranquille les gars. Ben ouais, c'est bien l'IA, mais c'est un outil. Genre on dirait que tu survends, enfin tu paniques pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup aussi un effet, enfin, pas l'effet, ce que tu m'avais, enfin, t'aimes pas trop le terme, mais d'effet de bulle, en fait. Là, il y a on en parle beaucoup. Je pense qu'il y en a qui jouent là-dessus aussi pour financer, en fait, des projets, des sujets. Et Faire donc, des levées de fonds, tu veux dire il y a beaucoup de levées de fonds, il y a beaucoup d'argent qui circule en fait dessus. Et après, dès que ça retombe, eh ben, il n'y a plus rien. Pour le blockchain, il y avait eu le cas. On commençait à dire, bah voilà, il y aura une nouvelle monnaie, il n'y aura plus de monnaie, on va enlever le notaire, ça ne sert plus à rien, on va passer par le blockchain. Enfin, il y avait plein de sujets comme ça. Et tout ce qu'on fait, il y a encore des notaires, il y a encore de la monnaie, enfin, on n'a pas encore tout enlevé. On essaie des choses, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas. Le monde, il ne va pas aussi vite que ce qu'on voudrait parfois. Il prend le temps de bien comprendre et d'assimiler la nouvelle technologie, en tout cas, et de faire avec, en fait. Il va pas Alors tout enlever. Enfin, c'est pas.
On pensait à l'époque qu'avec les machines, on aurait automatisé toutes les usines, qu'il n'y aurait plus d'ouvriers dedans. Il y en a encore, après ils sont spécialisés, il y a des techniciens en plus, enfin, ça a changé, mais c'est pas, on va pas, comment dire, complètement tout supprimer tout le monde d'un coup, quoi. C'est impossible. Et d'ailleurs, dans la dernière, parce que euh, moi, ce que je craignais, enfin, au vu des discours, je me suis dit, punaise, dans 2 mois, tous les logiciels, ils auront de l'IA. En fait, 6 mois après, je vois pas trop la différence. Enfin, en tout cas, je n'utilise pas de logiciel qui a de l'IA, ou alors je le sais pas. En tout cas, elle est pas visible pour moi. Et quand Christophe nous a parlé de ta dernière découverte, tu l'as mis, enfin, je sais plus ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, ah ouais, ça serait top qu'on fasse ça, faut mettre de l'IA ou je sais pas quoi. Et toi, tu l'as mis au défi d'intégrer de l'IA en 1 mois dans nos outils, en disant que c'était pas si simple que ça. Je pense Pourtant, qu'il y a enfin, il y a une complexité technologique, en tout cas, pour l'intégrer comme il faut, pour avoir tous les cas d'usage. Parce on peut intégrer vite fait, je pense, de l'IA dans nos outils, hein, mais ça va vite dériver, en fait. Il y a pas mal de dérives qui vont apparaître, qui sont pas prévues, en fait, et qu'il faut encadrer, prévoir. lesquels, par exemple? On avait vu, en fait, tout bêtement, sur de l'éthique, on avait vu là pour le séminaire, où vous expliquez, voilà, vous posez une question à l'IA, bah, et parfois, il ne faut pas qu'elle vous réponde. Ou il faut qu'elle vous réponde en nuançant, ou qu'elle vous explique pourquoi elle ne répond pas. Parce qu'on saisit des champs de texte, et on peut saisir ce qu'on veut dedans. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire, pas faire. Il y a pas mal de sujets autour, en fait, qui vont nous bloquer. Même un poste de travail, voilà, on peut avoir des dérives rapidement, où on met un poste de travail, on dit, je sais pas, un poste qui n'existe pas, bah, l'IA va quand même vous générer un texte qui est du poste. Ça peut vite dériver en un truc un peu glauque, un peu bizarre, un peu hors sujet. Donc il y a pas mal de choses à maîtriser au niveau de l'IA qui sont pas faciles et voilà, c'est pas si simple que ça en fait. C'est plus ça. On avait pareil pour la voix en fait. Ça fait des années en fait qu'on a des logiciels hein, pour traduire la voix en texte. Il y a eu pas mal d'évolutions, de versions et tout. Hein, c'est pas nouveau entre guillemets. Et là, ça commence à être mieux, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment top? Voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'on arrive à enregistrer donc une personne, je pense, toute seule dans sa pièce, ça marche bien. C'est bon, c'est reparti. On Super. parlait, on parlait de l'IA. Est-ce que ton regard, il a changé depuis l'apparition de l'IA sur le monde de la tech? Ou est-ce que toi, tu prends juste ça comme un outil supplémentaire qui te permet de simplifier certaines tâches? Entre guillemets, je caricature, mais grosso modo. Il y a quand même eu une partie où, oui, où j'étais vraiment surprise, et sur la partie vidéo et tout ce qu'on peut faire avec, on peut détourner maintenant des vidéos, on sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est plus ça le problème. Et donc on arrive même, ils ont montré un exemple, en une demi-journée, en payant 2 outils pour 20, pour 50 dollars, entre guillemets, ils arrivaient à faire parler Emmanuel Macron sur un sujet qui n'a rien à voir, quoi. Alors que, voilà, il y a encore 10 ans, enfin 5 ans, on pouvait pas faire ça. Là, maintenant, Ça, ça devient flagrant, ça devient compliqué. Et niveau sécurité, je pense qu'on va avoir des gros défis à ce niveau-là, de dire on a quelqu'un en visio et en fait c'est pas la bonne personne, c'est juste une IA qui fait bouger l'image. La personne n'est pas là, mais il y aura le même son, même image, le même son, et il faudra après trouver des moyens de déjouer ça et d'avoir des contre-mesures, quoi. Mais c'est pas évident, quoi. Ça devient très compliqué. Et tu ça peut. penses que l'IA est plus rapide aujourd'hui, enfin va plus vite ou est en train de rattraper nos capacités à sécuriser nos données Bah, c'est un peu ça, c'est qu'elle va apprendre tellement vite que maintenant, par exemple, on va pouvoir demander à l'IA, donne-moi les failles de sécurité de telle version, de telle machine, à tel moment, et elle va nous lister des failles, et l'attaquant va pouvoir aller prendre les failles une par une et les tester, quoi. Donc, même une personne qui n'y connaît rien va pouvoir faire des scripts complexes et les lancer sans rien comprendre de ce qu'il fait, en fait. C'est ça le risque. Ah ouais. Et alors le fait que, parce que tu vois, aujourd'hui, il y en a plein qui demandent à l'IA de générer du code. Moi, ma crainte, c'est que demain, tu aies de moins en moins d'ingénieurs ou de développeurs qui soient en capacité de te générer un code assez béton, parce que finalement, l'IA, comme elle apprend avec tout ce qu'on lui donne, elle va te générer un code en fonction de tout ce qu'elle a appris. Je suis pas sûre que le code il soit aussi béton, aussi sécurisé que ce qu'il pourrait être si c'était quelqu'un qui le créait par lui-même.
Est-ce que t'as pas peur que demain on intègre dans nos outils du code qui n'a pas été créé par l'homme mais par l'IA et qu'en fait, ben ton système qui commençait déjà à devenir bancal au niveau sécurité, il soit complètement, enfin, à risque. Il y avait deux problèmes là-dedans. En fait, il y en avait un, c'était sur effectivement là, les nouveaux outils, ils font ça. En fait, on tape du code, il va automatiquement en fait proposer une suite, donc un bout de code qui est déjà fait. Il comprend ce qu'on fait à peu près et il va nous aider. Ça, c'est alors, un bon point, on va plus vite. Le mauvais point, c'est qu'on réfléchit plus trop. On fait un peu confiance entre guillemets à ce qu'il propose et on dit ok, on avance vite. Et le souci là-dedans, c'est qu'après les personnes en fait vont plus aller apprendre en fait, ils prennent le temps d'apprendre, ils vont directement utiliser un résultat et ils vont plus avoir le comprendre dans profondeur ce qui se passe en fait. Et ça, on a déjà vu un peu avant, mais là, ça va s'accélérer, j'ai l'impression. Et ça me fait peur parce qu'on va avoir des gens qui vont vouloir prendre, dire bah voilà, j'ai copié-collé un bout de code, c'est bon, ça marche, au revoir. Bah non, qu'est-ce qui marche pas dedans? Bah je vais demander à ChatGPT. Non, c'est toi que je demande, c'est pas à ChatGPT. Enfin, c'est qui fait l'action. Je paye ChatGPT ou je paye toi? Enfin, et après, ce qui se passait, c'est qu'on avait un exemple là d'un sociologue qui parlait de ça, qui disait que sa fille, en fait, lui, il baigne dans l'IA, et sa fille avait un exposé à faire. Et donc, il savait très bien qu'en allant sur ChatGPT, il tapait 3 lignes de code, fais-moi un résumé de telle œuvre à tel moment, il avait en 3 secondes l'œuvre, elle recopiait, c'était fini. Sauf que, bah, il a pris le temps d'aller avec elle, de faire la rédaction, de faire un paragraphe par paragraphe, et à la fin, il a vu en fait, que sa fille était contente d'avoir produit son mémoire. Et le problème que rencontre l'IA, c'est qu'on a plus, si en fait on a un résultat tout de suite, on n'a plus la partie joie, récompense. Et notre cerveau, il va peut-être mal le gérer ça en fait. Et c'est très compliqué, c'est profond en fait. C'est que le cerveau n'est pas habitué. Il est habitué en fait il fait un effort et une récompense à la fin. Si on enlève l'effort, il y a peu de récompense, donc bah, les tâches sont plus faites et on enregistre peut-être moins bien. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué pour les gens, c'est de fournir cet effort. Tu vois, c'est ce qui les amène à utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Il y a plus ce goût de l'effort. Alors, ça Et dépend des gens, il y en a toujours, mais il y en a de moins en moins, j'ai l'impression, ça fait un peu peur. C'est un peu les générations suivantes qui vont être en mode, comment dire, complètement accro à l'IA, mais sans IA, ça va être compliqué d'aller lire un livre, d'aller chercher une information dans un code, même pour une RH, hein, dans un code, comment dire, le code du travail, c'est quoi la vraie loi? Ah non, je sais pas faire. et puis nous, derrière le code du travail, tu as toutes les jurisprudences, etc. Voilà. Nous, on a toujours besoin d'un avocat parce que ça reste l'humain qui juge derrière. Tu vois, donc c'est un peu plus, enfin, moi non plus, je vois pas l'IA remplacer vraiment les RH ou les psys, les avocats, comme beaucoup J'ai plus l'ont peur qu'on dit. ait ça après, qu'on ait quelqu'un qui nous dise, bah voilà, j'ai une solution qui propose, c'est une RH virtuelle et elle fait le boulot. Et en fait, ce sera pas tout à fait la même chose, en fait. Ce sera un peu, voilà, un peu. Mais tu sais que Marie Delattre, elle a été à un salon, c'est Vivatech, où il y a un gars qui proposait une solution pour remplacer les RH. Je Il te peut, jure que c'est vrai. C'est genre comme un chatbot, mais chatbot, enfin une intelligence artificielle, soi-disant, parce que voilà, mais qui remplace les RH. après, voilà, est-ce que c'est bien le contexte? Est-ce que c'est bien les bonnes réponses? Est-ce que c'est bien, voilà, oui, c'est rapide, il y a une réponse rapide, mais est-ce que c'est vraiment adapté au contexte? Je suis pas sûr, en fait. C'est pour ça qui fait un peu peur, il risque de faire une réponse trop rapide ou quelqu'un qui est un peu, par exemple, qui est pas bien, qui est en panique. Si on lui répond bêtement un article de loi, c'est pas ça qu'il veut. Enfin, j'avais une personne, rien à voir, mais la semaine dernière, qui m'a dit, voilà, elle avait un problème avec un virement qu'elle avait pas reçu, enfin que quelqu'un lui avait fait mais qu'elle n'arrivait pas à la récupérer. Et en fait, l'outil, enfin la banque, était une banque en ligne. Il y avait un support qui répondait, voilà, de manière robotique, avec des réponses. Je ne comprends pas votre demande, veuillez répéter. Donc elle a attendu, elle a passé, je crois, une demi-journée, hein, quasiment au téléphone avec un robot, quoi, quelque part, pour qu'à la fin, elle tombe sur quelqu'un de physique, un humain, qui lui réponde et qui lui explique non, mais parce que c'est un cas particulier, vous êtes dans un cas particulier qui n'est pas prévu par notre algorithme. Donc, vu que c'est quelqu'un qui a fait tel montant de virement, que vous êtes dans tel pays, bah, c'est bloqué. Il faut réessayer, machin, faut qu'on débloque le truc et qu'on réessaye. Mais c'était vraiment bloqué, elle pouvait rien faire, elle était coincée dans ce système, il n'y avait pas d'interaction humaine en fait. Elle a perdu une demi-journée pour ça.
Et elle avait le temps, la personne. Parce que sinon, moi, j'aurais pas eu le temps. J'aurais passé 10 minutes maximum et c'était fini, quoi. Donc, ça va être là, hein, c'est qu'on aura des services, mais qui serviront à rien, entre guillemets. Enfin, qui sont pas aussi intelligents que ce qu'on avait avant, en fait. Et justement, comment tu vois ton service, toi, dans 10 ans? Euh, J'espère avec beaucoup de développeurs, ça c'est un point de vue. Mais après, je sais pas trop comment ça pourrait évoluer. J'imagine qu'après, il y aurait peut-être des choses plus rapides, plus. Je sais pas, j'aurais essayé de voir par rapport à l'IA, mais j'arrive pas trop à voir l'impact que ça pourrait avoir, à part ce qu'on voit actuellement comme le copilote, qui génère du code un peu plus rapide. Mais après, Est-ce que avoir un gars de la cybersécurité, enfin qui soit dédié sur ces sujets de sécurité dans les équipes, c'est pas quelque chose vers lequel on va? Parce qu'aujourd'hui, on voit surtout dans les grands groupes, voilà, des personnes. T'as peut-être une ou deux personnes qui sont dédiées à ça, mais est-ce que demain, il faudra pas inclure une personne qui gère ça justement? bon, on a déjà un peu ça, on le fait un petit peu, moi je fais une partie, on a notre DBA Guillaume qui le fait aussi un petit peu, et aussi les devs qui sont formés, donc qui aident aussi un petit peu. Et je pense que tout le monde doit être formé à la sécurité, c'est pas un sujet réservé à une personne, en fait. Pour moi, c'est plus la personne va être là pour fluidifier, pour communiquer rapidement aux gens qu'est-ce qui peut se passer, comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais après, par exemple, en outil, là, on a des outils automatiques maintenant dans notre code. Il va nous dire tous les jours, vous avez une faille à tel endroit, sur telle librairie, telle version, merci de changer de version. Vous avez un bout de code qui est pas bon. Enfin, ça, c'est automatique maintenant. Mais du coup, Même- est-ce que demain, tu vas pas te retrouver à faire plus de sécurité qu'à faire du développement de enfin, qu'à développer ton C'est déjà produit? un peu le cas là avec les appels d'offres où il faut en fait à chaque fois répondre à la formulaire de sécurité. On est en train de discuter, j'ai déjà eu une demande d'un commercial que je participe à une réunion technique pour la sécurité, pour expliquer qu'est-ce qu'on met en place, nos mesures. Et ça, enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas avant d'arriver chez QKMS. Ça me semble pas un sujet aussi fort. Et là maintenant, ça me semble vraiment avoir grandi en tout cas et augmenté ces 5 dernières années en fait. J'avais pas ce sentiment-là en tout cas dans les autres boîtes que j'ai fait avant. C'était important, mais pas tant que ça. Et là maintenant, ça prend une ampleur en fait. On demande à une structure comme nous, qui est assez petite quand même, d'avoir des niveaux de sécurité de gros groupes quoi. Enfin, et on essaie d'y arriver, mais il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à vérifier, beaucoup de documents à produire, beaucoup de process à mettre en place. Enfin, ça prend du temps. Oui, il faut beaucoup de temps. Après, ça peut m'aider, hein. L'IA peut m'aider à me dire, bah voilà, il me faut une procédure pour tel truc que j'ai pas. Ça va me générer un template et après on va la retravailler. Mais c'est pas ça qui va changer. Il faut quand même relire, vérifier et suivre, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu fais pour contrôler le fait que tes développeurs n'intègrent pas bêtement du code sorti de l'IA? Comment est-ce que tu t'assures qu'ils repassent derrière l'IA? Qu'ils s'appuient dessus, certes, mais qu'ils aient cette réflexion-là de se demander est-ce que le code est fiable, est-ce qu'il est sécurisé, est-ce qu'il ne va pas générer des bugs. Bah, ce qu'on fait, nous, en fait, à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'on livre un bout de code, qui que ce soit moi ou un apprenti ou n'importe quel dev, on doit être relu par deux personnes de l'équipe. Donc, dans tous les cas, notre code, il est relu. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, le code, en fait, chacun écrit à sa manière, entre guillemets. Donc, on voit le style des gens, en fait. C'est comme un style d'écriture. Donc, si c'était le cas de l'IA, on verrait, en fait, que ce serait de l'IA qui crée des choses. Et là, enfin, le problème aussi de l'IA, c'est que on a un contexte et c'est très compliqué de dire à l'IA, bah, le contexte QMS ou de graphique, simplement, ou de code de crew, c'est tout ça. Bah, ça, c'est compliqué. Elle ne peut pas l'avoir, en fait. Elle peut nous dire, bah, moi, si on me demande en PHP de faire un truc, je fais ça. Si on me demande de faire en Symfony, telle version, je ferai ça. Mais c'est pas lié à notre contexte, à ce qu'on a déjà écrit avant, à notre table, à notre modèle. Enfin, c'est pas encore à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore de la marge, hein. C'est pas, ce Ah, serait donc plus ce à sera pas forcément utilisable, quoi. elle va peut-être aider pour créer des fonctions, des choses, voilà, de zéro, mais après, quand il y a déjà un code en place, c'est compliqué quand même. De s'insérer au bon endroit, elle peut proposer peut-être des petites corrections, mais voilà, ça se limiterait à ça. C'est pas
ça reste quand même au développeur de comprendre ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit le faire et pourquoi est-ce qu'il le fait. Et après voilà, nous on réécrit souvent, c'est pas parce que voilà, c'est pas comment dire, c'est pas, on n'écrit pas en fait un scénario qui bouge plus. On écrit tout en même temps du code et souvent on réécrit des bouts de code qu'on en a fait avant parce que là d'un coup ça a changé parce qu'il y a des nouveautés qui sont apparues, parce qu'on veut factoriser, parce que c'est trop compliqué ce qu'on a fait à maintenir. On le réécrit tout le temps le code en fait. Donc il est pas statique, il est pas, c'est pas une version d'un code. Je te disais au début de notre échange que tu avais un peu cette image dans le binôme de QuickMS de, je sais pas si c'est réservé, mystérieux ou plus en retrait. Du coup, j'ai un peu demandé aux gens quelles questions est-ce qu'ils te poseraient. Oula. Donc, alors, je te dirai pas qui m'a posé cette question. J'ai promis de respecter l'anonymat. Mais la première question qui m'a été posée, c'est que, alors de ce que j'ai compris, c'est que la personne a l'impression que tu travailles sur beaucoup de choses. Donc on sait que tu travailles sur énormément plein de sujets. Et on sait que quand on travaille sur beaucoup de sujets, finalement, c'est pas qu'on les survole, mais on peut pas aller en profondeur à 100% et devenir expert dans un sujet. La question qui m'a été posée, c'est est-ce que tu n'es pas un peu frustré de survoler plein de sujets et de ne pas être sur un sujet qui te passionne ou en tout cas avec lequel tu as le plus d'affinité et y être à fond, quoi? Bah, toujours ça, moi, je suis très frustré c'est en fait c'est mon manque de temps pour bien faire en fait, c'est plus ça. Et parfois je suis un peu frustré de devoir aller vite, donc de fournir par exemple une fonctionnalité je sais pas un rapport, un document dans un temps très fini alors j'ai pas eu le temps de bien me pencher dessus, de bien avoir travaillé dessus. Et ça c'est un peu ouais, ça me frustre beaucoup, je le confirme, de pas avoir assez de temps pour bien me pencher dessus, pour bien avancer sur un sujet et le finir comme il faut en fait. Souvent on a T'es un peu perfectionniste? bon, même beaucoup. Parfois, je reviens sur des trucs, des vieux programmes que je refais encore et encore. C'est comme une œuvre d'art, hein. C'est jamais fini, mais bon, au bout d'un moment, faut lâcher, faut laisser faire, mais voilà, mais après, voilà, c'était plus au début, c'était un peu ça qui était frustrant, c'était on devait avancer vite, mais on loupait plein d'étapes. On devait avancer, donc on devait avancer sur le principal, et tout le reste, on laissait un peu de côté. Et après, il y a eu des moments où on a pu revenir dessus, ça c'était bien. Mais il y a toujours des sujets en plus. Là, par exemple, j'avais une to-do list qui était quasiment finie. D'un coup, elle s'est re-remplie à ras-bord de plein de sujets qui sont pas forcément prévus au départ, quoi. Intéressant, hein, mais voilà, faut le temps de les faire, il faut se poser, faut bloquer une demi-journée sur un sujet, une demi-journée sur un autre, et ça, j'ai plus trop de temps, donc c'est un peu compliqué, un peu frustrant, voilà. La deuxième question que j'ai, je peux te dire qu'elle est de Christophe. Combien de fois est-ce que tu as envie de le taper par an? Ou par mois peut-être, je ne sais pas. Ça dépend des cas. Là, par exemple, hein, je vais faire peut-être un feedback un peu direct, mais il était très détendu au team building dernier, j'ai adoré. Il était vraiment cool, détendu, je l'ai trouvé, donc ça faisait plaisir en fait. J'étais bien avec lui, j'étais cool, j'ai profité, sincèrement. Après, il y a des sujets, en fait, on a eu pas mal de sujets aussi un peu tendus, mais liés au contexte. Et dans ces cas-là, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on est tiraillé entre ce qu'on doit faire, le temps qu'on a, les moyens qu'on a, et c'est très compliqué à gérer en fait. Et donc, c'est pas évident parfois de s'accorder, d'être tout le temps en phase, mais je pense qu'on reste quand même au final à se mettre d'accord et à être à peu près d'accord sur ce qu'on doit faire, la ligne directrice en fait. Quand vous êtes en désaccord, comment ça se passe? Comment vous faites pour trancher? Bah, souvent, il y en a un des deux qui tranche, alors, soit parce que les arguments, je pense plutôt, c'est plus ça qui est important. Souvent, il faut prendre le recul et qu'est-ce qui est important, c'est quoi les arguments et mettre de côté tout ce qui est un peu l'affect, tout ce qu'on aimerait faire en tout cas. Après, là, en ce moment, on est plutôt en phase, hein, je trouve. C'est plus ça aussi, hein, c'est comme un couple, hein, on a des moments où on est en phase, des moments un peu moins, voilà, faut trouver le bon moment, faut trouver voilà, le bon timing. Voilà, après, je sais que Christophe, parfois, il réagit un peu vite, mais après, il revient derrière sur ce qu'il avait fait. Il y a aussi ce recul-là qui est important, en fait, d'avoir. Et moi, à l'inverse, peut-être que je suis un peu trop parfois sur l'affect et pas assez dans le terre à terre, pas assez carré, quoi. Et c'est ça aussi qui est bien, qui a un équilibre, en fait. Si c'était que moi ou que lui,
je pense que ça n'irait pas. Mais vu qu'il y a les deux, ça fait un peu équilibre et c'est pas mal. Enfin, ça me semble pas mal en tout cas. Ça vous est déjà arrivé de devoir demander à une tierce personne de trancher parce que vous n'arriviez pas, enfin vous étiez dans une impasse, dans une prise de décision sur un Alors, sujet? on a toujours eu un Benoît ou un Denis pour trancher pour nous, entre guillemets, si vraiment on n'est pas d'accord ou sur un investissement ou sur un choix stratégique. C'est aussi l'avantage, hein, c'est d'avoir quelqu'un au-dessus qui peut un peu dire, bah là, ce coup-ci on fait ça, le prochain coup on fera autre chose, et de proposer. Après, parfois on fait des choix, voilà, après faut s'y, comment dire, faut le suivre après, faut l'accepter, le suivre jusqu'au bout. Faut pas le faire à moitié, je pense. Donc après, faut mettre de côté son ego et foncer à fond. Ça marche pas, au moins on a testé, on y allait à fond, quoi. On n'a pas de regrets, quoi. Peut-être des remords, mais pas de regrets. J'ai deux questions signature dans ce podcast. La première, c'est quelle question est-ce que tu n'aimerais pas que je te pose? Je ne sais pas, faut que je réfléchisse. J'ai pas réfléchi, ça c'est bête. Euh, quelle question je ne voudrais pas que je... Généralement, les gens pensent à une question gênante, un sujet sur lequel ils auraient pas trop aimé aller. Bah après, non, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait me déplaire Non, ouais, des points non, je réfléchis, Joker, je répondrai après, mais je vais trouver un truc un peu gênant, un truc un peu... Ok, je te pose la question inverse. Quelle question est-ce que tu aurais aimé que je te pose? Euh, non, peut-être aussi bah, les deux d'ailleurs. Une question qui fait un peu les deux, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on envisage la suite pour QKMS? Alors, je l'ai demandé à Christophe, et c'est vrai que ta vision nous intéresse. Ça fait partie des questions qu'on se demande. C'est quelle suite est-ce que toi, tu donnes à Quick MS? Parce qu'en fait, Christophe, lui, c'est un bâtisseur. Donc, nous, enfin, on considère que bah, là, Quick MS est construit. Donc, on lui a demandé, bah, pour lui, c'est quoi la suite? Et pour toi, c'est quoi la suite? Il y a un peu ça, ça fait le. Voilà, justement, ça trouve une question, justement. C'est un peu gênant et après aussi intéressant. C'est que les deux, c'est que on a chacun comment dire, nos affinités. Je sais que Christophe, il aime bien créer une entreprise, investir, voilà. Et moi, j'aime bien créer des outils, des logiciels, en fait. J'aime beaucoup, mais j'aime bien quand c'est fini. Quand je pense que de mon point de vue, c'est fini, que tout a été fait ce qu'on voulait, après, je passe à autre chose, en fait. J'aime bien changer de sujet et aller sur un autre produit ou une autre boîte ou un autre défi. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc là, après, la question, c'est est-ce qu'on considère que graphique, crew sont finis ou est-ce qu'il reste des choses à faire, des briques à terminer? Pour moi, il y a encore des choses à peaufiner, à finir, des sujets intéressants, notamment sur l'IA pour l'intégrer un petit peu, voir ce qu'on peut faire avec. Et après, bah, si ça roule, autant laisser la main peut-être quelqu'un gérer et faire autre chose, continuer sur d'autres outils, d'autres logiciels, d'autres produits et avancer dessus. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse et ce qui me pousse à avancer, c'est de créer des choses, côté informatique, hein, bien sûr. Et ça peut être dans des domaines, là, c'est des domaines RH, on pourrait peut-être voir un autre domaine qui n'a rien à voir, hein, je ne sais pas, j'ai pas d'idée particulière, mais ça pourrait être ça. Ouais, donc là-dessus, vous êtes vraiment pareil. Parce que moi, je m'étais dit, bon, à la rigueur, bon, bah, Christophe, une fois qu'il a fait son truc, il s'en va. Et je me suis dit, bah, que toi, t'allais vouloir rester pour maintenir. Mais en fait, vous êtes pareil sur ce truc-là. Bah, après, oui, on peut maintenir un petit peu, mais si ça reste après que des choses, des tâches bateau, c'est pas très intéressant. Il faut vraiment un sujet quand même un peu qui tienne la route, qui donne envie d'avancer, quoi, de revenir, d'investir du temps, en fait, de rester dessus, de construire, en fait. C'est plus ça qui va me motiver en tout cas, moi. Est-ce que tu penses que graphique, enfin, la construction graphique arrive à sa fin? Non, parce il y a toujours des choses des petites briques à rajouter, des choses à améliorer. Moi, j'ai une liste de sujets que j'aimerais bien terminer, en tout cas. Et dès que c'est fait, après, oui, passer à autre chose. Après, enfin, c'est comme d'hab, hein, c'est comme une œuvre d'art, c'est jamais terminé. On peut toujours remettre un coup de pinceau ailleurs, refaire une partie, le refaire mieux. Après, faut voir. Pour l'instant, moi, je suis bien, j'ai pas de contraintes particulières, mais voilà, c'est en fonction aussi de ce qu'il peut y avoir, les opportunités. Mais bon, pour l'instant, c'est plus ça
qui me botte, c'est de finir comme il faut graphique ou crew. Et pareil, j'ai pas le temps de bosser sur crew avec Pierre. Il y a des choses que j'aimerais bien finir sur crew aussi, des modules que j'ai commencé. J'aimerais bien aboutir. Après, ça va pas prendre 10 ans. Ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans. Mais voilà, c'est plus ça que moi, quoi, je vois. T'es pas un peu frustré d'être plus éloigné de crew que de graphique? Parce que tu te dis pas à un moment donné, bon, faut que je lâche un peu graphique et que je sois un peu plus sur crew? C'est plus en fonction des contraintes qu'il y a là. Actuellement, graphique tourne plutôt bien, crew aussi, avec Pierre. Donc ça va plutôt pas mal. Mais après, oui, effectivement, parfois j'aimerais bien aller sur crew pour finir 1 ou 2 points, un peu, faire évoluer la solution dans le sens où je veux, pour qu'il y ait des fonctionnalités en plus. J'ai pas le temps, en fait. C'est ça qui est frustrant, en fait. Là, Pierre, il est sur des sujets d'API et de signature qui m'intéressent. Je peux pas y aller, je peux pas tout couper d'un coup, m'arrêter. C'est ça qui est un peu compliqué, voilà. Frustrant. Frustrant, voilà. Donc c'est vrai, tu es frustré. Ah oui, oui, tout le temps, hein. La question a bien été posée parce que je me suis demandé, mais peut-être qu'en fait ça lui plaît. Mais en vrai, la personne a bien vu, te faisant la Ah question oui, oui. de, Il y a plein de sujets, j'ai plein de bouquins que j'ai achetés que je voudrais bien lire, hein, des bouquins de Vue.js, Angular, React, ce qu'on veut, mais j'ai pas le temps de me poser, de faire des tests dessus, de m'amuser, de faire des exemples, de passer, je sais pas, 1 mois dessus. Enfin, pas forcément plus longtemps, mais et ça, c'est ce que j'aimerais bien avoir, c'est du temps pour faire ça à la limite. Ça m'intéresserait pour me dire, bah tiens, je fais une nouvelle technologie, on teste une nouveauté, on teste un nouveau langage, voilà, voir ce qu'ils font, est-ce que c'est mieux, plus simple, pas sûr. Et c'est un peu ça qui est frustrant, je trouve, en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire et pas assez de temps pour approfondir, en fait. C'est l'inverse de dire. Moi, j'aimerais bien rentrer dedans, trouver ce qui se passe, comprendre, alors que les autres, ils veulent aller plus vite et que ça démarre rapidement, quoi. justement, entre Christophe qui veut aller vite, toi qui veux prendre ton temps, comment est-ce que vous arrivez à calibrer les choses? En fait, puisque bon, Christophe faut un peu le retenir, mais lui, des fois, je pense qu'il doit tirer en disant non, mais c'est bon, là, on peut avancer. Comment t'arrives un peu à calmer les ardeurs de ton binôme? Je sais pas si je calme les arrières de mon binôme, mais après, non, mais parfois, il y a des sujets où, voilà, on explique, bah, on va commencer par telle étape, telle étape, telle étape. Donc après, après qu'il est au courant des étapes, ça le rassure, entre guillemets, et il est peut-être moins frustré lui aussi de son côté, de voir que ça avance quand même, mais que c'est peut-être pas tout d'un coup ce qu'il voulait faire, mais on y va par étapes. Le crew, en fait, on a vu la question là-dessus où j'avais un peu peur, où il voulait aller très vite, il voulait faire pas mal de choses. Et moi, j'étais plus en mode en train de me dire, mais déjà, la première étape, c'est quoi? On commence par faire cette partie-là, cette autre partie. Et en gros, moi, j'avais une vision à 6 mois où on avait à peu près un truc qui marchait. Lui, au bout de 6 mois, il avait déjà tout fini, il est passé sur autre chose, il avançait encore plus vite. C'est bien, mais voilà, c'était pas tout à fait le même timing, quoi. C'était plus ça le problème. T'as un peu le rêveur et celui qui est qui est dans le bâtiment, c'est ça? Donc, t'as le mec qui imagine la maison et celui qui doit la construire. Est-ce Il y que a c'est un pas un peu peu ça, il ça? y a un peu ça. Après, parfois, j'aime bien aussi faire des choses, hein. J'aime bien des choses que j'ai pas pu faire dans les outils, des parties d'administration qu'on voit pas trop, mais qui peuvent aider les gens, en fait. Le support, j'aimerais bien avoir des choses en plus pour leur apporter des choses en plus qu'on j'ai pas le temps de faire pour l'instant. Je suis un peu frustré là-dessus aussi. Des outils, je pense, d'analyse rapide, des points particuliers qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait. Et c'est un peu, voilà, parfois c'est frustrant de ce niveau-là aussi. Mais voilà, après c'est jamais fini, donc pour moi il y a toujours des choses, enfin un graphique, il y a encore des choses à faire. Crew il en aura encore. C'est sans fin. Non, et après la question qui pouvait m'embêter, c'était quoi? C'était euh, comment t'as vécu, je sais pas, les départs qu'on a dû faire en début d'année. Ça, c'était le point un peu sensible, hein, le point un peu. Il fallait faire un choix, on a fait des choix, on a essayé d'accompagner les gens, ça s'est pas fait comme on pensait. On a eu je pense aussi comment ça s'appelle, des retours de personnes, enfin des visions du marché qu'on ne pensait pas. Et je pense que c'était aussi frustrant à ce niveau-là de se dire, on pensait en fait bien agir ou faire des choses bien, et en fait, au contraire, on a peut-être coincé des gens sans le savoir ou frustré d'autres. Et c'était un peu compliqué. Pareil, il y a des choix qu'on fait, hein, qu'on ne dit pas.
à l'instant T en se disant bah oui mais ça va marcher après et en fait non ça marche pas donc est-ce qu'il faut pas dès le départ dire le pire c'est ça hop et dans ce cas-là c'est nous qui nous mettons en risque que les gens partent avant ou inversement rien dire jusqu'à la fin et après d'un coup ah mon dieu j'ai pas prévu le truc du tout et c'est très difficile je trouve de doser ce niveau-là et de gérer ça en fait voilà. Comment tu as vécu cette période du jour au lendemain, on vient vous dire, bah voilà, QuickMS, vous devez être rentable, et donc ça vous oblige à prendre des décisions, à changer votre fiche de route en si peu de temps, et, euh, et en Bah, fait, enfin, à prendre in fine des décisions que vous n'avez pas envie de prendre. Comment t'as vécu le truc? Parce que moi, on a bien vu comment Christophe avait vécu les choses et était un peu sur le front. Je sais que c'était assez compliqué pour tout le monde. bah, Mais c'est pareil, toi, de très ton mal vécu, côté, très mal pris. Enfin, c'est très compliqué de devoir prendre des décisions pour les gens auxquels on est attaché, de devoir leur dire des choses qu'on n'a pas envie de dire parce qu'on s'est loupé quelque part, entre guillemets, entre un marché qui n'a pas répondu comme on voulait ou des sous qu'on n'a pas réussi à récupérer, à lever. Pareil, hein, enfin, sincèrement, on était très confiants sur une levée de fonds. On allait forcément avoir une levée de fonds. En gros, c'est ça qu'on s'était dit. On ne savait pas le montant, mais c'est plus, on était sûr d'en avoir une. Et tout compte fait, on n'a rien eu du tout. Donc ça nous a vraiment frustrés à ce niveau-là. Et après, je pense qu'on a eu très très peu de temps pour réagir et trop peu de temps. Et là où j'étais un peu énervé, c'est qu'on aurait peut-être dû prendre du temps en amont en se disant s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait. Enfin voilà, c'était plus ça. C'était préparer à l'avance des plans B, plan C, plan D. Et qu'est-ce qu'on peut proposer, c'est quoi les gens, comment est-ce qu'ils vont réagir. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas. Avant de l'avoir vécu, c'est pas un truc. C'est compliqué d'anticiper, je pense. C'est vraiment. est-ce que c'est parce que vous étiez trop confiant ou est-ce qu'il n'y avait pas une part de faut pas que ça arrive donc ça n'arrivera pas? Une part Il y de avait un peu déni, des quoi. deux. Il y avait pour moi, je pense qu'il y avait une part où, enfin, Christophe, il voulait pas que ça arrive, il voulait que ça marche. Ce qui est bien, hein, mais voilà, quand ça marche pas, bah, c'est compliqué à gérer. Et après, on était quand même confiant, mais il y avait vraiment des signaux qui étaient très verts avant, et d'un coup, ça a vite tourné d'un coup. En fait, en quelques mois, ça a tourné. On n'a pas vu venir, en fait. C'est plus ça le problème, en fait. C'est le timing qui a vraiment joué en défaveur à tout niveau, en fait. Et c'est vraiment pas évident. Et ouais, avec le recul et des décisions, on aurait pu dire à des gens, bah non, on n'est pas sûr, ou non, je sais pas. Et comme ça peut-être moins impacté, en tout cas, la suite. Mais pareil, sans savoir à l'avance, c'est compliqué. C'est pas, on peut pas l'anticiper, en tout cas. Je pense pas. Pas Quand t'as, complètement. quand t'as monté la boîte avec Christophe, est-ce que t'avais pensé devoir passer par une étape aussi douloureuse ou pas? Non, c'était vraiment pas l'objectif, en tout cas. L'objectif pour moi, par contre, c'était de gérer la partie humaine que j'avais pas vue jusqu'à présent. Parce que j'ai créé une autre boîte à côté. Je suis tout seul dedans, donc ça va, c'est en indépendant, il n'y a pas de souci. Enfin, je me gère moi-même, ça va aller. Mais par contre, voilà, gérer des gens autres à l'extérieur, ça, j'avais jamais fait. Donc, le Quick MS, c'est vraiment l'opportunité aussi de grandir là-dessus, d'apprendre, que j'avais pas eu du tout avant. Et donc, cette partie-là, vraiment, m'a fait beaucoup grandir, beaucoup d'expérience, je pense, acquis sur ces années, en fait. Après, voilà, il y a des moments où, comme on dit, le bateau il passe dans la tempête, ben, voilà, on perd des membres d'équipage, on perd des bouts du bateau, voilà, c'est très compliqué, mais voilà, faut s'en remettre, faut repartir, et c'est plus après tout faire pour que ça n'arrive plus. C'est-à-dire qu'on évite les tempêtes, qu'on passe à côté, qu'on sécurise les gens, je sais pas, mais voilà, c'est plus ça qu'il faut. Et c'est pas encore, pour moi, c'est pas encore tout à fait fini, voilà, c'est encore en cours, encore des choses qui sont pas encore bouclées, donc c'est un peu, ça reste quand même compliqué, mais voilà, au moins c'est une bonne expérience dans ce sens-là, on va dire. Dans le négatif, il y a quand même du bon de pouvoir se dire après j'anticiperai d'une manière un peu différente ou plus ferme sur des décisions, et plus tranché, quoi, c'est plus ça en fait. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas actuel de la situation. Et voilà, au moins j'ai trouvé une question que je voulais pas répondre. Voilà. Et finalement, tu y as répondu comme beaucoup de gens. Ouais, non, mais c'est. Non, bah, je suis très content en tout cas de ce qu'on a quand même créé avec le KMS, même s'il y a eu beaucoup
d'aléas. On a quand même abouti à une boîte qui fonctionne au bout de tant d'années en mode SaaS. C'est pas évident. Avec le recul, on le voit bien. Voilà, après, il y a eu beaucoup d'étapes, il y a eu beaucoup de bien, de pas bien, il y a de tout, mais au moins on est arrivé à un état où le bateau continue quand même à flotter et à avancer, donc c'est pas mal. Je suis assez content à ce niveau-là en tout cas. Et on va espérer que le bateau continue à flotter. En tout cas, les équipes font tout pour. Donc, Voilà, c'est là, il plutôt est cool. parti pour, j'espère en tout cas. On est bien parti là. Bien reparti pour le coup, parce que, En plus, bien reparti, c'est plus ça, on va dire. eh ben, Après, voilà, merci on sait beaucoup. jamais. Merci beaucoup, Lina. Et puis, bah, à bientôt, Emmanuel.